Bonjour à tous, bienvenue au Soir Santé. Aujourd'hui, nous parlerons des pharmaciens d'officine. Une large réflexion a été lancée pour la réforme de la profession. Plusieurs dossiers sont ouverts pour l'organiser, notamment dans son volet réglementaire. Le pharmacien est un acteur principal de la santé publique. Ses portes sont accessibles à tous et il est notre premier recours dans pas mal de cas. Si le droit, on se fait délivrer des médicaments, mais pas que. Il accompagne le patient, il apporte conseils et informations, il fait des tests d'orientation de diagnostic, des vaccins, de l'éducation thérapeutique et des bilans. Aujourd'hui, ses missions sont variées et lui ont permis de relever plusieurs défis. Les acteurs du secteur aujourd'hui appellent plus que jamais à mettre en place les textes réglementaires, les textes d'application de la nouvelle loi sanitaire et à plus de protection. Les scènes de violence que les caméras de surveillance captent régulièrement dans les pharmacies sont choquantes. Pour parler de tout ça, M. Belombré, le président du syndicat national des pharmaciens d'officine, est avec nous. M. Belombré, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. M. Belombré, les scènes de violence et d'agression dans les pharmacies sont régulières. Oui, effectivement, ça devient de plus en plus inquiétant, de plus en plus violent. Et même parfois en bande organisée est faite de manière préméditée. C'est principalement pour les psychotropes? Oui, les pharmacies sont des cibles faciles. Il faut rappeler que pratiquement 60% des employés de l'officine, des titulaires d'officine sont des femmes. On a plus de 5000 pharmacies dans des endroits dits des zones rurales et isolées. La pharmacie détient des produits sensibles comme les psychotropes. Il y a aussi l'argent qui est visé. Et donc, nous sommes également donc soumis à un système de garde obligatoire. Nous assurons un service de santé publique et dans ce cadre, nous sommes soumis, comme tous les professionnels de santé, à une obligation de garde conformément à la loi sanitaire et à l'arrêté qui organise la garde de août 2014, qui est au journal officiel. Donc tout ça fait que les pharmaciens sont devenus des cibles de choix. On a des agressions pratiquement quotidiennes, verbales, des menaces, à l'arme blanche, parfois avec des armes de guerre, comme on a vu avec des Kalachnikov à Borj-Beji-Mokhtar. On a eu malheureusement 5 assassinats au cours des 10 dernières années. Donc, si on pose le problème sécuritaire, c'est qu'il se pose réellement sur le terrain. Ce n'est pas du tout de l'exagération. Et ça pèse énormément actuellement sur l'exercice de la profession, sur le moral des pharmaciens. Et donc, ça devient de plus en plus difficile à gérer. Et dans ce cadre, d'ailleurs, on a saisi les autorités concernées. Donc, à savoir le ministère de l'Intérieur, la Santé, le ministère de la Justice. Et on a eu la semaine passée déjà une réunion de coordination technique avec des services de la DGSN. Et c'est un cycle de réunion qui va continuer parce qu'il y a des aspects juridiques à traiter et des aspects techniques. Juridiques sur le plan légal, l'application de la loi contre les violences. Et là, on espère justement que il y a une ordonnance qui a été promulguée spécialement sur instruction de M. le Président de la République en juillet 2020 pour protéger les établissements de santé et les professionnels de santé. Et les officines sont des établissements de santé. Et les pharmaciens d'officine sont des professionnels de santé qui assurent un service de santé publique. Et nous souhaitons justement que les dispositions contenues dans cette ordonnance présidentielle... C'est quoi des agents de sécurité? Alors, ça, c'est sur le plan juridique et légal. C'est-à-dire, habituellement, les agressions contre les pharmaciens sont traitées dans le cadre du droit général, du Code pénal général. Mais nous, on souhaite que l'ordonnance présidentielle qui a été voulue et signée par le Président de la République de juillet 2020 soit également appliquée aux officines pharmaceutiques, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. On a saisi le ministère de la Justice pour ça, parce que c'est une ordonnance qui a été promulguée. Quand on dit ordonnance, c'est du même niveau d'une loi. C'est une loi qui a été promulguée spécialement pour protéger les établissements de santé et les professionnels de santé, et elle contient des peines très sévères. Donc le fait d'annoncer que désormais cette ordonnance sera appliquée pour la protection des pharmaciens, ça aura un effet vraiment dissuasif
et protecteur en faveur des pharmaciens d'officine. La mesure de traçabilité des ordonnances de psychotropes n'a pas réglé le... Oui, ça aussi, ça sera un élément important parce que nous avons fait beaucoup d'efforts en tant que syndicat et en tant que pharmacien d'officine pour instaurer un cadre réglementaire pour la gestion des psychotropes. Depuis octobre 2010, pratiquement 15 ans de travail avec le ministère de la Justice et le ministère de la Santé. On a fini avec plusieurs décrets qui organisent la gestion, la prescription des psychotropes, plusieurs arrêtés qui ont donc classé les médicaments psychotropes. Maintenant, le cadre technique de gestion administrative, de contrôle sont clairs. Il n'y a pas de souci, il n'y a plus de flou. Mais on a aussi donc collaboré à l'élaboration d'une nouvelle loi, la 2305, qui est publiée depuis mai 2023, qui a instauré un certain nombre de mesures très importantes, parmi lesquelles la classification nationale, qui permet maintenant de punir le trafic des substances qui n'étaient pas initialement classées comme psychotropes, comme la prégabaline, le tramadol. Maintenant, c'est considéré comme étant des psychotropes. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont pris cette décision. Et l'Algérie a eu le mérite justement de suivre ce bon exemple. Désormais, ces substances sont considérées comme des psychotropes et elles sont soumises, si jamais il y a trafic, aux dispositions pénales et sévères de la loi 2305 portant lutte contre le trafic des psychotropes. La deuxième mesure qui est très importante, mais malheureusement qui n'a pas été encore concrétisée par un texte d'application, et nous souhaitons que ça soit fait le plus rapidement possible, c'est le fait d'adopter une plateforme numérique dédiée spécialement aux ordonnances qui concernent les psychotropes. Ça le ministère de la Santé, on en a parlé. Oui, justement, on souhaite que dans le cadre de l'énorme projet de la numérisation qui concerne tous les secteurs, on vient de constater hier qu'il y a une plateforme multiministérielle pour le suivi du marché, des médicaments, des ruptures, le signalement, l'alerte, etc. On souhaite que cette plateforme dédiée aux ordonnances des psychotropes, qui est prévue par l'article 5 bis 8 de la loi 2305, soit mise en place parce que ça va sécuriser le travail des pharmaciens. On n'aura plus peur d'avoir un vrai malade, un faux malade, une ordonnance fictive, trafiquée, scannée, parce qu'on rencontre toujours ces ordonnances-là, ou bien à des gens qui jouent avec la loi. Ils vont voir plusieurs médecins dans plusieurs wilayas, ils s'adressent à plusieurs pharmacies, et là, le médecin prescripteur ou bien le pharmacien n'a aucun moyen de savoir s'il s'agit d'un vrai malade, s'il s'agit d'une ordonnance authentique, volée, scannée, falsifiée ou pas. Donc seul le répertoire numérique, et c'est une urgence parce que cette idée, elle a été adoptée dans la loi, elle a été adoptée par tous les services de sécurité, la justice, les professionnels de santé, tout le monde a applaudi ça. Donc on souhaite qu'elle soit donc concrétisée dans un texte d'application le plus rapidement possible. Ça ne peut faire que du bien pour tout le monde. Et les textes d'application de la nouvelle loi sanitaire Oui, justement, j'ai beaucoup aimé votre introduction parce que vous avez parlé du rôle important du pharmacien qu'il peut jouer en dehors de la détention et de la dispensation des médicaments. Le pharmacien, c'est un véritable professionnel de santé. Il gère un espace de santé. On est toujours fiers de dire que l'officine est un espace de santé ouvert à tout le monde, à toute heure. Son rendez-vous est gratuitement. Et c'est souvent le professionnel de santé qui est le plus souvent consulté avant même d'aller au médecin. Et la vocation du pharmacien, vu sa compétence, sa polyvalence, son niveau scientifique et médical, peut jouer un rôle très important dans le cadre du conseil. Le conseil, c'est une vocation chez le pharmacien. Donc, la loi sanitaire, elle est très développée, la nouvelle loi sanitaire 1811, et elle a inscrit, notamment dans l'article 179, des missions qui étaient dédiées aux pharmaciens dans le cadre de la promotion et du développement de cette activité. Preuve a été faite lors de la crise du Covid, où les pharmaciens ont participé à la vaccination, et je tiens à le signaler gratuitement. Dans le monde entier, c'était payant. Où les pharmaciens ont également donc participé au dépistage. Donc, ils ont amélioré l'accessibilité. D'autant plus que l'officine, elle a cette caractéristique d'être très accessible, et c'est un espace de proximité.
13 000 officines. J'ai dit tout à l'heure 5 000 officines dans les zones enclavées, le plus retiré, le nouveau pôle urbain, etc. Donc cette notion d'accessibilité est très importante. Et le fait que le pharmacien soit là, au niveau de sa pharmacie, le pharmacien titulaire ou bien le pharmacien assistant, souvent, donc il est là pour prendre en charge le citoyen, pour assumer sa mission de santé publique. Et l'article 179 de la loi 1811, elle voue au pharmacien, lui consacre de nouvelles missions. Il doit assurer des services liés à la santé, assurer le suivi des malades chroniques. On a beaucoup de malades chroniques, 19 millions de cartes Chifa qui profitent à tous les autres ayants droit, et 80 millions d'ordonnances traitées dans le cadre du système Chifa annuellement, principalement des malades chroniques. C'est ouvert aux actifs, bien sûr, mais on a beaucoup de malades chroniques. Et là, quand on parle de malades chroniques, on doit parler d'accompagnement, d'observance, d'assistance, d'éducation thérapeutique, comme vous l'avez souligné. Tout ça, c'est dans la loi sanitaire. Malheureusement, ce qui manque, c'est un encadrement juridique et technique. On a besoin de textes d'application. La profession connaît des réformes, mais ces réformes ne peuvent pas réellement être concrétisées si on ne réalise pas, si on ne travaille pas sur ces textes d'application. On souhaite justement que ça soit fait le plus rapidement possible. Entre-temps, le code de déontologie, M. Belomboy. Principalement. Donc, le code de déontologie, c'est la base de toutes les réformes qui touchent à toute profession médicale. Le projet n'a pas été entamé? Pas encore. Bon, on a un code de déontologie qui date de 92, de 92-276, mais la loi sanitaire 1811 a consacré en son sein donc plusieurs nouvelles dispositions qui appellent à une réforme totale du code de déontologie. D'autant plus que maintenant la profession a évolué sur le plan technique, sur le plan de la formation. Maintenant, on a le titre de docteur pour les pharmaciens. C'est 6 ans d'études. Auparavant, c'était 4 ans, c'était 5 ans. Et il y a de nouveaux modules, la pharmacie clinique, la pharmacie hospitalière, la sémiologie, etc. Et donc, il y a de nouveaux métiers au sein de la profession. Et le code de déontologie, c'est la base qui va gérer tous les aspects éthiques, déontologiques, et qui va lancer les jalons pour chaque catégorie d'exercice. On ne peut plus parler que d'officine. Maintenant, la pharmacie hospitalière elle est très développée. Il y a des pharmaciens partout, même au niveau des services. Il y a aussi, quand on parle d'éducation thérapeutique, il y a une frange très importante de la population en dehors des maladies chroniques habituelles. Il y a l'oncologie. L'oncologie, c'est toute une spécialité. Justement, vous voulez élargir la liste des médicaments Pourquoi? Parce dispensés. Que la prise en charge de ces malades a évolué. Et même le président de la République a installé le comité national de lutte contre le cancer. Donc, et la majorité, comme dans le monde entier, en Algérie, comme dans le monde entier, ce n'est plus maintenant des thérapies lourdes qui nécessitent une hospitalisation, des traitements contraignants. Le traitement s'oriente vers les formes sèches, c'est-à-dire comprimées aux gélules, et vers, pratiquement, je dirais, ça serait même exagéré, une hospitalisation à domicile. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, mais en ambulatoire, c'est-à-dire les malades sont chez eux, ils reviennent assez souvent aux hôpitaux pour avoir leur traitement. Leur traitement, c'est quoi? C'est des formes sèches, c'est des comprimés, c'est des gélules. Mais souvent, ce retour, c'est une contrainte. C'est des dizaines, voire des centaines de kilomètres parcourus. C'est des attentes. C'est un travail en plus pour le personnel hospitalier qui peut se consacrer à autre chose. Et là, dans le monde entier, cette catégorie de malades est prise en charge par les pharmaciens d'officine. Donc, il y a 2 aspects qu'on peut gérer parfaitement. La détention de ces produits pour les mettre à la disposition de ces malades assez sensibles et qui souffrent, mais aussi l'accompagnement. Et pour assurer cet accompagnement, bien sûr, on a besoin de formation continue. Là aussi, il faut un texte parce qu'elle est devenue obligatoire, mais il faut une coordination très étroite avec le médecin traitant hospitalier et le pharmacien hospitalier. Et donc, ça sera une prise en charge collective, une équipe technique et médicale qui va s'occuper de manière beaucoup plus efficace de ces malades. Donc, nous sommes sûrs que ça sera rentable à 100% et bien au contraire, ça va assurer sur le plan des soins et même en vue d'une guérison réelle
ce rôle que peut assurer le pharmacien. Les autorités sont d'accord, non? Tout le monde est d'accord. D'ailleurs, il y a eu une commission du CNES, le Conseil national économique, social et environnemental, qui est un organisme placé sous l'autorité du président de la République, qui a initié une étude qui a réuni tous les partenaires et toutes les parties qui sont impliquées par l'oncologie, par les médicaments. Il y a eu les associations, il y a eu les professionnels, un comité d'experts, il y a eu les organisations et les opérateurs, l'UNOP, le SNAPO, le Conseil de l'ordre, l'ADFA, et puis les ministères concernés, la santé, le MIP, donc la production pharmaceutique, et même le commerce et la sécurité sociale. Et le rapport a été favorable, et il y a une liste qui a été dégagée, environ 34 produits, et il faut préciser que la majorité de ces produits sont de production nationale. Donc c'est aussi en quelque sorte aider et encourager cet investissement et cette production nationale qui a fait beaucoup d'efforts. Et donc, mais en fin de compte, ça va être principalement en faveur des malades. Pour l'installation des officines, M. Beloncourt, nous avons déjà plus de 13 000 officines. Le ministère de la Santé compte réviser le numerus clausus, mais les acteurs du secteur ont visiblement un autre point de vue. L'officine est une profession très réglementée. Il y a un décret, un arrêté ministériel qui organise l'installation, l'ouverture des officines qui date du 20 décembre 1993. Et c'est un texte qui a connu des évolutions et parfois des perturbations. Il a été révisé en 1996, révisé en 2003, puis révisé en 2005, puis juste après, il y a eu la circulaire qui autorisait l'ouverture des officines au niveau des zones enclavées. Pourquoi? Parce qu'il fallait déroger à la règle, parce qu'avec l'arrêté qui gère les installations, qui fixe le nombre d'officines par rapport au nombre d'habitants, qui, je rappelle, est de 1 officine pour 5 000 habitants, on était arrivé à saturation. Quand je vous dis 13 000 officines, si on compte 46 millions, 47 millions d'habitants en Algérie, actuellement, nous sommes à une moyenne de 1 pharmacie pour 3 000 habitants. Donc, il y a eu cette circulaire pour l'ouverture des pharmacies au niveau des zones enclavées. Et c'est dans ce cadre, justement, qu'on a réussi à ouvrir 5 000 officines pour couvrir, pour assurer une carte pharmaceutique équilibrée par rapport à la carte sanitaire. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'un service de santé, en fonction des besoins de santé des citoyens. Donc, l'équilibre entre l'offre et la demande doit être maintenu. On est sûr la révision du texte depuis de manière sérieuse dans un cadre d'un comité ministériel qui s'est réuni plusieurs fois sous la présidence de l'ancien ministre et de l'actuel ministre Abdelhak Seihi. On s'est réuni 2 ou 3 fois en mai-juin 2024. On s'est réuni 2 fois, 3 fois entre octobre, novembre et décembre 2024. Il y a un projet, mais un projet global de révision de ce texte. Nous, on tient juste à rappeler que l'officine, c'est le médicament. Le médicament, c'est une prescription médicale. C'est un besoin de santé. C'est en fonction d'un état de santé. Donc, ce n'est pas un produit commercial. Il y a des aspects éthiques et déontologiques. Et que l'exercice est lié, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, à un code de déontologie. On a besoin de textes d'application, on a besoin de formation continue obligatoire, on a besoin d'un texte qui cadre le pharmacien assistant, on a besoin d'un texte qui cadre les services liés à la santé. On ne peut pas réviser l'un sans l'autre. C'est un tout. Et même le texte d'ailleurs qui est prévu sous forme de décret, donc on va sortir du cadre habituel qui est l'arrêté ministériel, il est plus global. Il va parler du remplacement, il va parler du pharmacien assistant. Donc, nous, on tient juste à rappeler que c'est une profession qui assure une mission de santé publique. Ce n'est pas un commerce, ce n'est pas une profession à but lucratif, mais elle doit être rentable. On parle de médicaments, c'est un produit très réglementé. Le PPA est soumis à l'avis du comité économique qui est composé de 5 ministères, à l'enregistrement, à un contrôle et à une marge bénéficiaire. Même là, il faut tenir compte de l'aspect économique très difficile que vit l'officine. J'ai dit, au lieu d'une officine, on est à 1 pour 3 000.
Et ça a un impact sérieux. Il y a 80% au moins des officines qui actuellement vivent une situation économique très précaire et très sensible. Si ce n'est pas les incitations qu'accorde l'État dans le cadre du tiers payant, et encore c'est accordé que dans le cadre du tiers payant et uniquement pour les produits de fabrication locale. Si ce n'est pas le système fiscal qui est dans la loi de finances et qui tient compte justement de la sensibilité de cette profession, de cette activité, beaucoup de pharmacies auraient fermé. D'ailleurs, nous avons officiellement au moins 472 officines qui ferment chaque année pour difficultés financières. Oui, elles sont cédées, mais la reprise est très difficile. Si les gens étaient à l'aise, ils n'auraient pas vendu. Et qu'est-ce que vous proposez pour améliorer le côté financier? Bien sûr, il faut réviser le système des marges parce que non seulement il n'est plus en faveur de l'officine, parce que c'est un système de marge qui gère la marge de tous les opérateurs, importation, production, distribution en gros, puis officine. Et c'est un système, c'est un décret, le décret 98-44, qui date du 1er février 1998. L'économie du pays, les objectifs, la stratégie en matière de couverture, en matière de production, on est passé par le générique, le développement de la production locale, l'application du tarif de référence, même le régime d'exercice, il a changé. Auparavant, il n'y avait pas le tiers payant. Le tiers payant, oui, c'est une réussite, et grâce à l'accompagnement du pharmacien, mais on a consenti beaucoup de sacrifices, et le tiers payant génère beaucoup de charges. Des charges presque insupportables pour le pharmacien. Donc maintenant, il faut réviser ce système qui n'est plus en adéquation avec la situation économique actuelle, ni avec les objectifs que l'État a tracés. C'est un dossier ouvert? C'est un dossier ouvert. On a été reçu il a été déjà ouvert l'année passée. Bon, on a marqué un break, mais le chantier doit être relancé. C'est tout le monde qui s'accorde sur ça, y compris les officiels. Donc on a été reçu par le ministère du Commerce il y a quelques jours. On a été reçu également par le ministre délégué à la production pharmaceutique. C'est une question très sensible. Nous, on ne cherche pas uniquement notre intérêt. D'ailleurs, le fait que les pharmaciens aient adhéré de manière très forte à la politique du générique, la production locale, le tarif de référence, prouve leur nationalisme et leur accompagnement. Il n'est plus approuvé par rapport à toutes les réformes qui ont été initiées par l'État, mais il y a les aspects économiques dont il faut tenir compte. Si on parle par exemple de rupture, il y a beaucoup de produits qui sont en rupture parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils ne sont plus rentables, parce que le prix doit être révisé. Ils ont été abandonnés. L'une des causes, c'est à cause de la non-révision des prix. Donc, c'est une question économique. Elle n'est pas écartée dans n'importe quel secteur, y compris dans le secteur de la santé. La santé a un coût. Et justement, le maintien de ce système social auquel nous avons adhéré, cette accessibilité aux médicaments, la promotion du produit local, etc., il a eu un impact sur l'officine. Il faut en tenir compte et nous souhaitons, dans le cadre des travaux ou bien des chantiers qui seront ouverts, qu'ils soient réglementaires par rapport aux installations, par rapport aux services liés à la santé et tout, ou bien qu'ils soient par rapport au prix et à la marge bénéficiaire, il faut tenir compte des aspects économiques. Si on ne tient pas compte, ça sera voué à l'échec. Vous avez parlé de rupture. Justement, la situation actuellement, elle est nettement améliorée par rapport au passé, non? Ça s'est déjà amélioré par le fait qu'il y ait un ministère dédié totalement aux médicaments. Même si parfois c'était un ministère délégué qui dépendait de la santé, par la suite un ministère à part entière, un ministère délégué qui dépend de l'industrie. Mais n'empêche, c'est tout un département ministériel avec ses structures centrales, ses différents services, ses différents cadres. Avoir un ministère qui gère le médicament, de l'importation, de la production, de la distribution, en gros, avec toutes ces structures et tous ces services, avec l'Agence nationale des produits pharmaceutiques qui a aussi été installée. Ça assure une maîtrise de la situation.
On est sorti d'une seule direction qui gérait le médicament à tout un département ministériel, avec tous les dispositifs qui ont été mis en place, la numérisation qui s'est améliorée, l'agence du médicament, l'observatoire, les comités techniques. Justement, l'observatoire, il fonctionne toujours? Il fonctionne toujours. Il a son rôle au sein du ministère dédié donc à la production pharmaceutique. Pourquoi? Parce que c'est le ministère qui est la tutelle directe des établissements pharmaceutiques de production, d'importation, de distribution et même d'exportation, Inch'Allah, à l'avenir. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui exportent déjà. Et maintenant, comme ça a été annoncé, vous l'avez rapporté, c'est l'installation du comité interministériel concernant les ruptures, qui a été installé par Est-ce que c'est pas la même chose? le Haut Commissariat. Là, il implique plusieurs ministères. Il implique donc le commerce, les finances à travers la DG des douanes, le ministère du Travail à travers les deux caisses CNAS et CASNOS. Ils ont apporté leur contribution technique, la santé et le MIP. Et ça, c'est le Haut Commissariat donc, à la numérisation qui a installé donc, cette plateforme numérique d'alerte, de suivi. Donc, toutes les données vont être concentrées et tous les départements concernés par le médicament, d'ailleurs, le rôle de la douane est très important, le rôle du MIP, parce que c'est lui qui signe les programmes d'importation, de production, qui approuve, qui oriente, qui cadre à travers ces différentes structures, notamment à travers l'Observatoire. Justement, l'Observatoire aura un rôle très important à jouer dans cette nouvelle plateforme qui vient d'être initiée. Ça va donc être un outil encore plus global qui va assurer quand même une meilleure visibilité, traçabilité. Déjà auparavant, les opérateurs étaient soumis à la transmission de leur état de stock de manière hebdomadaire, qu'ils soient distributeurs ou bien producteurs ou même laboratoires importateurs. Mais cette plateforme qui inclut tous les ministères, à l'initiative donc, du Haut Commissariat à la numérisation, va aider à avoir une meilleure visibilité, beaucoup plus de transparence et de maîtrise sur l'état des stocks à tous les niveaux. Elle va aider aussi à réduire les produits CABA, qui sont toujours d'actualité? Malheureusement, il y en a ceux qui prétextent toujours ces ruptures, ces perturbations du marché, sans compter les pratiques qu'il y a au sein du marché. Malheureusement, on constate parfois qu'il y a une ségrégation entre les pharmacies à faible chiffre d'affaires et les pharmacies qui réalisent de grands chiffres d'affaires ou bien qui sont... Malheureusement, nous sommes victimes de ces pratiques et c'est pour ça qu'on appelle à la réforme du code déontologique. Donc, on espère que avec cette visibilité, on pourra anticiper sur les ruptures, sur les situations de perturbation ou de crise, et ça va mettre aussi un frein aux produits CABA. Le produit CABA, c'est un risque parce qu'on peut avoir affaire à des produits prohibés, retirés, interdits, des produits contrefaits et à des bandes organisées. Donc, les frontières sont, malheureusement, elles permettent ce genre de trafic. Et d'ailleurs, même en matière de psychotropes, la majorité des prises, des saisies, c'est des saisies issues de la contrebande. Donc, il y a des gens qui profitent de ça et qui ramènent ces produits CABA. Nous, on souhaite que la lutte soit renforcée, mais ce qui peut réellement renforcer la lutte contre les produits CABA, c'est la disponibilité du médicament, la stabilisation du marché. Mais il faut toujours rappeler que la stabilité du marché, sa régulation, ne peut être assurée que par une production forte. Alhamdoulilah, Yannick, on dispose au moins de 220 unités de production. Et donc, il y a au moins un taux de 70 à 77% de couverture en matière de médicaments en pharmacie de ville, assurée par la production locale. Très bien. Monsieur Belombré, le SNAPO a rencontré le ministre du Commerce la semaine dernière. Les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires, le lait infantile, tout ça a été discuté? Donc, on a convenu d'un comité technique qui va commencer un cycle de réunions pour cadrer tous ces volets. Donc, dispositif médical, parce que la loi sanitaire consacre
l'officine pour la détention et la dispensation du dispositif médical. Quand on dit dispositif médical, c'est les outils de mesure, le sparadrap, le coton, les sondes vésicales, urinaires, etc. Donc, c'est un marché qui n'est pas encore très bien organisé. Nous, on souhaite que le pharmacien, dans le cadre de la loi sanitaire, qui lui consacre ça, et dans le cadre de ses compétences, et dans un intérêt de santé, de sécurité sanitaire, que certains dispositifs médicaux ne soient disponibles et dispensés que par le pharmacien. Parce qu'il y a le conseil d'utilisation, c'est comme les médicaments pratiquement. Il y a l'accompagnement, il y a l'explication de l'usage correct de ces dispositifs médicaux. Ils ne doivent pas se retrouver n'importe où. Donc malheureusement, on constate actuellement qu'il y a des commerces de parapharmacie qui commercialisent des produits qui sont classés dispositifs médicaux, qui peuvent être utilisés de manière incorrecte, donc ne pas avoir les résultats espérés en matière de santé, vendus par des gens qui ne sont pas du tout compétents. On souhaite qu'il y ait un encadrement dans ce sens et qu'une liste de produits, de dispositifs médicaux ne soit commercialisée qu'au niveau des officines. Vous avez cité également les compléments alimentaires, c'est très important. Ça fait des années qu'on en parle. On a saisi le Premier ministre, il y a à peine 4 semaines, à ce sujet, parce qu'il s'agit aussi d'une question de sécurité sanitaire. Ces produits compléments alimentaires ne disposent pas actuellement d'une réglementation spécifique et ils sont souvent confondus avec des médicaments. Ils sont prescrits par les médecins et ils sont associés aux médicaments. Donc il faut garantir qu'ils soient de qualité. Il faut connaître leur composition exacte. Il faut éviter qu'il y ait des interactions avec les médicaments. C'est des produits sensibles. Là aussi, il faut donc une réglementation spécifique. Donc le Premier ministre a instruit aussi bien la santé, le commerce et l'industrie pharmaceutique pour commencer en urgence de travailler sur l'élaboration d'un texte qui organise donc le commerce, la détention et la dispensation des compléments alimentaires. On le répète encore une fois, pour nous, c'est une question de santé, de sécurité sanitaire. Les laits infantiles également, c'est sensible. Déjà, l'officine, elle est très réglementée sur le plan exercice, sur le plan réglementation, mais aussi sur le plan code commercial. On est soumis à une facturation, à une obligation de déclaration au réel, etc. Donc, il y a la garantie de la traçabilité, de la source d'approvisionnement. En cas de problème, et c'est déjà arrivé, il y a à peine une année, il fallait retirer un lait du marché. Eh bien, le lait qui était au niveau des officines a été retiré. Mais malheureusement, au niveau des autres commerces, du commerce général, il n'a pas été retiré. Donc, en matière de lait, on ne cherche pas le monopole, mais on cherche toujours la sécurité des citoyens. Il y a des laits qui sont spéciaux. Il y a des laits qui sont même remboursés avec des vignettes vertes. On les retrouve malheureusement dans le commerce. Ils sont prescrits sur ordonnance. Ils sont destinés à des états de santé de nos bébés, des nourrissons, etc., des laits spéciaux. Ces laits spéciaux doivent être au niveau des officines. Là aussi, il faut les lister et il faut réserver leur vente au niveau de l'officine parce qu'il y a le conseil, l'accompagnement, l'usage correct. Ils sont prescrits sur ordonnance. Et les bilans sanguins, M. Belambri, les laboratoires médicaux dénoncent une concurrence. Oui, là, je tiens à rappeler, le pharmacien dispose certes d'une formation polyvalente. Sa formation, elle est principalement biologique, parasito, bactério, hémato, immuno, etc. Mais il s'agit de l'exercice de l'officine. Mais dans le monde entier, le pharmacien qui a une formation polyvalente, d'ailleurs, à travers le dépistage, c'est le pharmacien qui joue ce rôle. Il est placé en premier lieu. On ne veut pas faire de la concurrence déloyale aux laboratoires biologiques qui sont convenablement équipés, c'est leur vocation. Ils ont un agrément, une autorisation d'exercer dans ce sens. Nous, pas du tout. On veut juste que le pharmacien joue son rôle, mais dans des limites raisonnables. Certains paramètres élémentaires, de base, on peut les lister, mais aussi, comme ça se fait dans le monde entier, il y a la notion des TROD pour jouer un rôle convenable dans le cadre du dépistage contre certains cancers, etc. On ne veut pas du tout remplacer ou bien se substituer
au laboratoire d'analyse médicale. Pas du tout, ce n'est pas notre but et ce n'est pas notre vocation. On veut juste apporter une contribution. On trouve qu'il est anormal qu'un malade puisse mesurer sa glycémie à la maison, et c'est le pharmacien qui lui explique comment faire, qu'une femme puisse tester si elle est enceinte ou pas, et c'est nous qui lui expliquons et lui vendons le dispositif, et que le pharmacien n'ait pas le droit de le faire. Donc, c'est des choses élémentaires, basiques, et nous sommes contre toute concurrence déloyale. Nous ne sommes pas du tout en faveur des pharmaciens qui font un super équipement, des automates, etc. Non, non. On veut se limiter à un rôle de dépistage et de test basique. Monsieur Belombré, bon courage pour tous ces chantiers. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.